On est passé trop rapidement hier, Lucien Gerfagnon, sur la référence à Platon au livre 6 de la République, et non pas au livre 5 d'ailleurs, comme je l'ai dit à tort, au livre 6 de la Niveau République. 6, oui. Absolument, le moment où il dit de l'être qu'il est au-delà de l'essence, qui est une sentence, alors qui, dit comme ça, peut Oui, sembler... l'un est au-delà de l'essence. L'un Oui, est au-delà de l'essence, oui, absolument. oui, J'ai dit oui. l'être, c'est une deuxième erreur. Oh, Évidemment, c'est pas possible. mais L'un est au-delà de l'être, l'un est au-delà de l'essence. C'est oui. une formule qui désigne la transcendance de l'un. Epekeina ousias, Tes dit-il, ousias, non? voilà, Voilà. au-delà de l'essence. Et Platon, donc, écrivant cela au livre 6 de la République, n'est lui-même pas très platonicien en écrivant cela, peut-être. Et Plotin, partant de cette phrase, s'éloigne de Platon. Est-ce qu'on peut le dire? Vous savez, Platon ayant toujours été enseigné, ce qui arrive à Plotin, c'est ce qui arrive à tous les philosophes. Comme on disait hier, il monte en marche dans l'histoire et il récupère un Platon qui lui-même a été passablement bricolé au long des âges par ce qu'on appelle notamment le moyen platonisme. Et Plotin a profité... Troisième siècle, hein, il faut le dire, oui, troisième siècle, c'est-à-dire finalement 700 troisième ans siècle, après. voilà. Il a profité en douce de ce qu'Aristote avait pu dire sur le premier moteur immobile. Il a profité également de ce que les stoïciens ont pu dire de l'âme du monde. Plotin a lu énormément de choses et toutes ces choses lui ont donné ce qui nous arrive à nous, une lecture personnelle de ce qui lui arrivait de Platon. Une lecture personnelle qui est légèrement modifiée et peut-être que sur tel ou tel point, il paraît presque plus platonicien que Platon. Alors justement, on parlait hier de la façon de lire les philosophes et du principe deleuzien d'anexactitude, oui, de cette fidélité qui n'était pas non plus une reproduction. Non, c'était pas du coller-copier. Non, mais en revanche, c'est une interprétation de Platon. Oui, Et on oui. est avec Plotin dans un registre extravagant, puisque Platon inaugure à la fois une tradition métaphysique qui culmine par exemple avec Kant. Oui. Mais de l'autre côté, et via Plotin, il inaugure une autre tradition dont j'ai presque envie de dire qu'elle est immanentiste ou spiritualiste, ou en tout cas, Plotin se situe à la charnière de deux possibilités pour le platonisme. D'un côté, la métaphysique, de l'autre côté, l'intuition, j'allais dire, du singulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Je trouve même que c'est une fort bonne analyse. Il est attentif à la présence et il sait que la présence elle-même suppose quelque chose qui la pose comme présence, en quelque sorte. S'il y a quelque chose là, ça doit bien venir de quelque part, mais dire que ça vient de quelque part de précis, de quelque part qui serait de même nature que cette présence, ça lui paraît défectueux, ça marche pas. Il sait très bien que des tas de philosophes y sont essayés avant et que c'est finalement très court. Donc, ce qu'il aimerait, ça serait traduire l'intuition qu'il a eue lui-même après avoir suivi les cours de ce professeur Ammonios Sakas, c'est Alexandrin. C'était le professeur de Plotin. Donc, professeur de Plotin, qui malheureusement n'a rien écrit. On ne pourra jamais faire une thèse sur les écrits d'Ammonios Sakas. Il n'y aurait que des agrapha dogmata, comme nous disons dans notre patois, autrement dit, des choses dites mais non écrites. Alors, je vous lis, Lucien Gerfagnon. Comme platonicien, Plotin a lu au livre 6 de la République que la source du monde des idées, c'est l'un bien, dont il est dit en propres termes qu'il est au-delà de l'essence. La source de l'être, fût-ce de l'être suprême, ne peut être qu'au-delà. Est-ce à dire, allons au cœur de cette difficulté, de cette contradiction, oui, contradiction apparente, hein, ou allons-y par le cœur, si vous voulez. Est-ce à dire qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui existe?
il y a quelque chose au-delà de ce qui existe, mais le mot de quelque chose traduit très précisément notre difficulté à dire, à parler du principe que nous imaginons. Les mots, nous le disions hier, c'est pas, les mots sont un très mauvais contenant de l'absolu, un très mauvais contenant de la transcendance. Ça tient pas. Nous ne pouvons que plaquer des mots sur une intuition qui est nôtre. Enfin, tous les cas, pour le plotinien que je suis, une intuition qui est mienne, mais il y en a quelques autres qui le sont aussi. Et donc, on ne peut que bafouiller des mots pour essayer de traduire l'au-delà de l'être, d'où procède l'être. Et c'est une intuition rarissime en histoire de la philosophie. Elle sera assez peu suivie. On la suit à la trace, mais il y a vraiment très peu de philosophes qui l'ont endossée. Et la plupart du temps, même des gens comme Augustin, qui était pourtant très fort, la plupart du temps, on s'en tient pour expliquer le monde à un être suprême, un super-être en quelque sorte, un être des êtres. Et, Ou une monade des monades. Voilà, tout juste. Et cet être suprême sera indéfiniment recyclé, puisque même M. de Robespierre en a fait ses délices, n'est-ce pas? Mais en même temps, cette impuissance du langage à restituer quelque chose, ou à dire ce qui est, entre guillemets, au-delà de l'être. Ce moment où, comme l'oxygène manque quand on escalade l'Everest, les mots manquent quand on escalade l'être jusqu'à aller au-delà de lui, au-dessus de lui. On peut retrouver cette impuissance verbale du langage dans les expériences les plus ordinaires de l'existence. Si je voudrais vous prendre ici un exemple que je tire de Clément Rosset. Dans un texte, un livre, à mon sens remarquable, qui s'appelle L'objet singulier, Clément Rosset parle d'un morceau de camembert. Oui. Et il dit, alors voilà... Pour ceux qui aiment le camembert, je comprends ça très bien. Alors justement, il dit, voilà, c'est un morceau de camembert. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que le genre camembert est trop général, évidemment, pour désigner ce qu'est ce morceau. Oui, c'est un concept. Or, on ne tartine pas un concept, voilà. On est d'accord, de la même façon qu'on ne croise pas l'homme en général dans la rue. C'est très rare, sauf en général au sens militaire. Mais, absolument. Voilà. Alors le camembert, j'en reviens au camembert. Je peux dire qu'il n'est pas Fourme d'Ambert, qu'il n'est pas Livaro, qu'il n'est pas Brie, qu'il n'est pas Roquefort, qu'il n'est pas Pont-l'Évêque. À ce moment-là, j'ai dit ce qu'il n'était pas. Oui, vous virez les accidents, dirait Aristote. Je vire tout ce qu'on peut ne pas dire de lui, ou tout ce qu'on ne peut pas dire de lui. Je l'exclus. Ça, le langage s'y emploie très bien. Mais une fois que j'ai dit tout ce qu'il n'était pas, il me reste à dire ce qu'il est. C'est l'apophatisme, ça. Et voilà, justement. Et là, j'en viens à une impuissance des mots pour désigner ce camembert qui, à tous égards, s'il est exquis, ça l'est à double titre, est incomparable, dans son unicité même. De sorte que, est-ce qu'on n'a pas là une théologie négative du camembert, comme on aurait une théologie négative de l'un? Je vous voyais venir, et c'est très exactement ce qui se passe. Le singulier, nous sommes seuls à être nous. Chaque être humain, appelons ça comme ça, chaque instant, car c'est un instant, là, dans l'éternité, chaque instant est unique, c'est un instant unique. Et cet instant unique se trouve embringué dans toute une histoire, et il essaie de dire, d'abord il se demande ce qu'il vient faire là, lui-même, tout à coup il se découvre qu'il est là, il se demande ce qu'il y fait, il a besoin d'un principe, à tout instant on a besoin d'un principe, or ce principe, il peut aussi bien valoir pour la splendeur de l'amour, pour votre camembert là de tout à l'heure, etc. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas traduire autrement que par des mots, des certitudes, même tout à fait sensibles, qui sont à nous et seulement à nous. Et nous avons besoin des mots qui servent à tout le monde. Qui servent au chef de gare pour dire en voiture s'il vous plaît, attention au départ. Les mots servent à tout, absolument à tout. Or, il y a des expériences
des expériences qui ne sont guère traduisibles en mots parce que les mots vous renvoient immédiatement à du palpable, à du sensible, à du général, voilà, à du transmissible à du peut-être. transmissible et votre expérience de cette omniprésence incompréhensible dont nous n'aurons jamais fini, nous le disions hier, de nous émerveiller, cette expérience-là, elle éprouve le besoin de se dire à elle-même, une expérience qui se dit à elle-même. Avec quoi voulez-vous qu'elle se le dise? Eh bien, justement, on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien dire du tout et qu'on est dans le silence, mais un silence qui n'est pas un vide, c'est le silence du trop-plein en quelque sorte. C'est le silence qui est un plein. Voilà, le silence qui est un plein, c'est un vide, il n'y a pas plus plein que ce vide en quelque sorte. On va revenir là-dessus, Lucien Gerfagnon, et on va revenir sur le rapport du mot à la chose, la possibilité par le mot de dire les choses et peut-être par là même la postérité ou la puissance poétique d'une pensée comme celle de Plotin. Mais avant cela, il faut, pour les gens qui n'ont pas Plotin en tête, ils sont tout à fait excusables. Et ils sont nombreux. Par exemple, moi, je ne connais pas du tout le chinois. Bon, alors allons vers le chinois de Plotin, justement, le grec qui parle chinois. Et retournons à Plotin lui-même et revenons-en à ce qu'il dit de l'un et à la structure de son système. Lucien Gerfagnon, il y a en premier lieu, au-delà de tout et au-delà de l'être lui-même, donc, l'un. Et que se passe-t-il ensuite? Est-ce que vous pouvez nous raconter, comme vous savez l'écrire, ce double mouvement de procession et de conversion? Pro-odos et épistrophère autour. Eh bien, écoutez, Plotin voyait les choses comme ça. Il voyait, comme Platon au livre 6, dans l'analogie de la ligne, il voyait, n'est-ce pas, Platon voyait un certain nombre de strates de connaissances. Premier strate, tout à fait en bas, les ombres et les figures, etc. Qu'est-ce qui correspond à ça au point de vue pour les connaître? Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça s'appelle les conjectures, et c'est tout ce que les sensations, les conjectures, mais on ne peut jamais en être très sûr. Il suffit d'avoir attrapé un rhume, votre camembert ne sent plus tout à fait pareil. Hein. Bon, premier stade. Et plus c'est matériel, plus c'est difficile à saisir par nos sens. Puis, un cran au-dessus, vous avez les objets qui, eux, font l'objet, c'est le cas de le dire, d'une connaissance sensible qui, elle, vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, elle nous permet quand même de conduire une voiture sans entrer forcément dans un bec de gaz. Ça n'est pas rien. Mais si on s'en tient là, c'est quand même pas terrible. Hein. Puis vous avez un cran au-dessus encore, vous avez les objets mathématiques. Vous avez tout ce qui s'apprend en fait de sciences. Et il était très pythagoricien de ce point de vue-là, notre Platon, que personne n'entre ici s'il n'est géomètre, avait-il mis à l'entrée de son académie. Hein. Là, c'est véritablement l'intelligence qui saisit ces choses-là. Le monde diaphane des formes. Voilà. Et cette fois, et il faut remonter encore d'un cran, dernier cran, quatrième, où là, les mathématiques l'intuition des mathématiques vous a conduit à chercher quelque chose de plus haut encore, qui sont les principes mêmes de tout ce qui est, les formes, c'est-à-dire ce que ce qu'on appelle les idées. C'est les fameuses idées de Platon. Mais ces idées, il ne faut pas les situer dans un autre monde. Les idées, elles sont là. Là, en ce moment, il y a l'idée de micro qui fait être ce micro qui est sous mon nez. Le simple fait qu'elle participe, comme on dit, du monde et qu'elle s'incarne, c'est que nous disons micro en désignant un micro et que l'idée de micro est aisément transmissible de vous à moi. Et que vous et moi, nous comprenons du premier coup. Absolument. Et alors, tout à fait... Ce
qui, en termes platoniciens, est une preuve d'intelligence. Voilà, tout juste. Donc, nous ne sommes pas trop... ici, le manuscrit est rayé, je ne peux pas lire le mot, mais il a 3 lettres. Et ça doit être so. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Voilà. Les 3 lettres qui forment le mot so. Voilà. L'autre façon de le Oui, dire voilà. était, disait Brassens, le gage de quelqu'un qui en était un fameux. Tout juste. Et alors, la présence même de ces idées, pour qu'elles soient des idées qui rayonnent, eh bien, ça suppose qu'elles procèdent elles-mêmes de plus haut qu'elles, cette première forme d'être suprême que sont les idées, n'est-ce pas, qui sont centrées dans le nous, n'est-ce pas, qui est l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit qui est substantiel pour Platon. Le nous, c'est substantiel, c'est une ousia. Eh bien, cette ousia elle-même, elle est tout entière. Si elle est elle-même, c'est qu'elle est tout entière orientée vers son propre principe, qui est précisément l'un bien absolu, un bien qui n'a aucune, qui ne se répand dans aucune multiplicité, qui n'est que l'un bien. Et c'est alors deuxième point, là, c'était la montée vers. Maintenant, s'il y a montée vers, c'est que auparavant, ça on n'aurait jamais pu voir tout ça, c'est que de l'un bien procède le nous, l'intelligence. Du nous procède le principe même, n'est-ce pas, de la matière et des êtres matériels, mais matériels, des êtres qui existent. Même inutile de dire, le nous, les objets mathématiques en procèdent aussi, ça va de soi. Hein. Mais même ce micro procède déjà des idées. Hein, et tout à fait en bas, les ombres, on est déjà dans la matière. Et tout à fait en bas, eh bien, c'est tout simplement la matière pure, hulée, qui n'a aucune espèce d'existence si elle n'est informée par les idées. Matière que Plotin désigne également comme l'impassibilité. Oui. Ce qui se donne comme impassible. Totalement impassible, étant donné que rien ne peut lui arriver sans qu'elle le sache, que de se faire embringuer dans cette merveilleuse histoire de remontée et de descente. Ben, et tout être, et d'autant plus être, que son aspiration vers l'unité est forte. D'abord, il faut dire une chose, c'est que ces deux mouvements de procession voilà, et de conversion, et finalement, retour, de remontée, oui. épistrophée. Épistrophée, oui, ces deux mouvements qui est une conversion. Oui, épistrophée, conversion, prodos, ça c'est partir de. On pourrait dire, pardonnez-moi, mais on pourrait dire catastrophée, épistrophée. J'aimerais mieux le classique, vieille habitude chez moi. On est d'accord. Néanmoins, il faut quand même retenir une chose, c'est que ces deux mouvements sont contemporains l'un de l'autre. Diastole, systole. Et non seulement contemporains, comme le ressac de l'eau. Mais éternel. Voilà. Éternel, c'est encore mieux que contemporain, puisque c'est au-delà du temps. Autrement dit, là en ce moment, tous les deux, mon cher Raphaël, nous sommes dans l'éternité. Ça, on le savait déjà, oui, Lucien. Ben, nous le savons, mais on ne prend jamais assez de temps pour s'en rendre compte. Absolument. Le temps ne suffit pas à l'éternité. Alors, voilà. non seulement nous le savons, mais nous l'expérimentons. Hein. On est ici avec François Connac, Isabelle Limousin, Adèle Van Rett. Nous sommes autour de la table, autour de votre table qui existe, chez vous, et j'ai sous les yeux votre histoire des idées, et juste à côté, le volume dans la collection magnifique, évidemment, des belles lettres, du Parménide, dûment annoté par vos soins, et ce pour l'éternité. Mais... Oui, ça me rappelle un cours à la fac, un long cours d'une année là-dessus, qui avait certainement causé pas mal de perplexité à mes auditeurs. Mais ceux qui avaient tenu le cours, je crois, m'ont assuré de ne l'avoir jamais oublié. C'était toujours ça de donner. C'était toujours autant. C'était toujours autant de donner, comme Plotin pourrait le dire. Voilà. Car il faut revenir sur cette énigmatique première instance
qu'est l'un bien. Au-delà de l'être. Au-delà de l'être. D'abord, ce mystère d'une existence au-delà de l'être. Le lecteur de Spinoza que je suis aurait tendance à vous dire de deux choses l'une. Soit les choses existent, soit elles n'existent pas. Mais on ne peut pas à la fois... Mettez une croix dans la... Voilà, mettez une croix dans la bonne case. On ne peut pas à la fois... Mais pas besoin d'être spinoziste, il suffit d'être parménidien pour ça. Oui. Il suffit de considérer que ce qui existe existe et ce qui n'existe pas n'existe pas. Comment l'un peut-il... C'est l'être et le néant. Oui, ben justement, comment l'un peut-il exister sans exister, tout en étant au-delà de l'être? C'est que le terme même de epikeina ousias, ça voulait surtout conjurer toute tentative pour chosifier le principe. Comme on a chosifié le principe. En faire un objet, en somme. Voilà, un objet dont on pourrait parler, et Dieu sait, c'est le cas de le dire, si on a parlé de Dieu, que de gens, après, sont devenus incollables sur Dieu. Elles l'étaient déjà dans les religions, parce qu'ils avaient naturellement plaqué du rationnel sur du mythique. Donc, ils avaient mis du rationnel sur de l'espérance. Circuler, il n'y a rien à croire. Voilà, tout juste. Ils sont devenus incollables sur Dieu, au point d'ailleurs d'en dégoûter plus d'un qui ont cherché ailleurs, ailleurs, autrement, plus exactement, qui ont cherché autrement ce qu'ils auraient pu trouver ailleurs. Et c'était une bonne chose qu'ils cherchent autrement, à mon humble avis. Et qu'ils apprennent également à penser autrement, selon le beau mot de Michel Foucault. Oui. Néanmoins, l'un, au-delà de l'être, se retrouve pourtant, ou plus exactement, donne le jour à tout ce qui existe, en, nous enseigne Plotin, débordant de lui-même, par surabondance. Comment ce qui n'existe pas peut-il... exister, je mets le mot entre guillemets ici, et surtout donner le jour à ce qui existe par surabondance. Comment ce qui n'existe pas, parce que c'est au-delà de l'être, peut-il lui-même engendrer tout ce qui est? L'enjeu est ici de penser la possibilité de la transcendance. Ce dont on dit qu'il existe, verbe exister, voilà encore quelque chose que nous plaquons sur le principe et qui n'est pas tout à fait adéquat, qu'on dise qu'il existe ou qu'on dise qu'il est être. Tout est là. C'est que le désir de Plotin, c'était de faire apparaître dans la tête de ses élèves, de ses auditeurs, de faire apparaître cette idée selon laquelle tout procédait d'un principe et tout remontait vers lui par degrés, puisqu'on aurait pu montrer les 3 degrés avec l'ascèse, l'abstraction et l'extase. Tout ça, c'était pour montrer que on a d'expérience sensible, d'expérience intellectuelle, on a d'expérience que du sensible. Et de ce principe, on ne peut pas avoir d'expérience, car justement, il n'existe pas, on n'a d'expérience que de l'existant. Or, il n'existe pas au sens où existent les autres choses, où existe ce micro, où existe ce verre de flotte, où existe ceci, où j'existe. C'est au-delà, c'est de l'inconcevable, et sitôt que vous plaquez de l'existence sur lui, sur ce principe, vous le détruisez, vous en faites autre chose. Et ça, c'est ce qu'a voulu expliquer Platon, ce qu'avait voulu expliquer Platon dans le Parménide. Dans un petit dialogue de Platon, l'Hippias majeur, Socrate demande à Hippias ce qu'est la beauté.
Fastoche, lui répond Hippias, c'est une belle vierge, hein, une belle jeune fille. Oui, puis il y en a une dans la rue, là, c'est... Oui. Précisément, il y en a une dans la rue. Et alors, en Il y général... avait encore des vierges à l'époque. Oui. Et en général, quand un professeur de philosophie s'aventure dans ce texte difficile en terminale, ça arrive, pas toujours, mais ça arrive. En général, c'est pour dire, mais Hippias est un imbécile. Hippias est un imbécile qui ne comprend pas que ce que Socrate recherche, c'est l'essence de la beauté, comme l'essence de la justice ou l'essence de la vertu. Or, le vrai de vrai. Le vrai de vrai. Oui. Or, pourtant, la réponse d'Hippias est peut-être plus plotinienne que platonicienne, et c'est là que je voudrais en venir. Est-ce qu'Hippias ne sous-entend pas tout simplement que de la même façon qu'on ne croise pas l'homme en général, on ne croise pas la beauté hors de ce qu'elle est, de ce qu'elle devient, en somme que la beauté n'est pas un idéal, ni corrélé à l'idée du bien, mais tout simplement un hasard. Ça veut dire aussi que la beauté, elle est dans chacune des beautés, elle est un rayonnement de chacune des beautés que vous croisez, comme l'idée d'être, si vous voulez, de substance, est dans chacune des substances que vous rencontrez. Donc c'est une présence, l'idée est présence. Une présence qui se promène, n'est-ce pas? L'idée, elle n'est pas dans un monde comme on a cru quelquefois. Quand on parlait du monde de Platon, il y avait le monde des idées, puis alors après, en bas, c'était le monde de la caverne, etc. Ça, c'est complètement barjot, dirait-on aujourd'hui. C'est comme ça qu'on dit, je crois. On peut le dire comme ça. On peut le dire ainsi. C'est faux, les idées, mais elles sont constamment sous nos yeux si nous savons les voir, si nous ne nous contentons pas de stagner dans simplement les petites impressions qui nous viennent des choses. Nous découvrons ce qu'il peut y avoir d'unique dans un visage. Nous pouvons découvrir ce qu'il y a d'unique dans telle statue. Et nous voyons que ça nous donne envie, à ce moment-là, d'une permanence de cette beauté, d'une omniprésence. On voudrait que la beauté fût partout. Quand on découvre... On voudrait aussi qu'elle demeurât. Et qu'elle demeurât, et qu'elle... Néanmoins, on fait aussi l'expérience de son caractère provisoire, à la fois singulier et provisoire, et d'une évidence, en ce qui concerne la beauté, qui n'est pas corrélée à la moindre vérité. On est en présence d'une évidence qui ne correspond à aucune vérité. Je parle ici chez Plotin. Mais c'est que l'idée ne vous s'apparaît à ce moment-là que dans le périssable. Elle ne paraît jamais que dans le périssable, sauf si vous vous en tenez au stade en bas de l'analogie de la ligne. Et puis alors, si vous grimpez, elle vous paraît quelque chose qui monte jusqu'à la généralité, si vous voulez, la beauté en général. Disons que ça traduit simplement une expérience que nous avons eue et que nous aimerions avoir plus souvent, etc. Et puis, à mesure que vous vous apercevez que ça suffit pas, ça suffit pas du tout, et vous avez le désir, vous seriez rassuré si vous saviez qu'il y avait quelque chose qui serait la beauté par soi seul. Et c'est la beauté hors de toute manifestation. C'est exactement dans le banquet ce qu'explique Diotime de Mantinée. Il faut rappeler rapidement de qui il s'agit. Diotime de Mantinée, Oui. c'est la prêtresse de l'amour. C'est celle dont Socrate restitue ou dit restituer le discours dans le banquet pour raconter la naissance d'Eros, fils de plénitude et de carence. Oui, Poros et Peña, vous traduisez ça. J'ai beaucoup apprécié votre façon de traduire. Justement, cette montée là dans le banquet est toujours intéressante. Partir de tous les beaux corps pour jusqu'à un corps, un seul beau corps, et puis des belles âmes jusqu'à une belle âme en soi, etc., jusqu'à
ce qui est beau par soi-même en tout et pour tout, qui n'est que beauté, parce que dire ce n'est que, c'est déjà la diminuer beaucoup. On a déjà beaucoup de mal d'en parler déjà à ce stade. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on est dans l'un bien absolu? Cette ascension que décrit Platon dans le banquet, là encore, hein, on Que peut la c'est beau. traduire, c'est magnifique, là encore on peut la traduire dans une expérience tout à fait ordinaire. Le travail par exemple d'un écrivain qui essaye de se dépouiller de tous les filtres que ses propres préjugés interposent Oh là, entre lui et la matière de son œuvre oh, correspond exactement au genre d'ascèse que Socrate propose et décrit dans le banquet, oui, qui nous oui, conduit justement d'un corps sensible, celui dans lequel on court le risque de se perdre, jusqu'à oui. l'intelligibilité pure de la beauté en soi. Oui, exactement. Et puis, ça demande une présence constante et ça demande un gros effort. La beauté ne vous tombe pas dessus comme ça, sans qu'on ait été, en quelque sorte, acculturé à la beauté. Il faut savoir la découvrir, hein. Euh, Tenez, prenons un musée, par exemple. Quelqu'un qui se promène dans un musée, qui ne connaît rien à rien. C'est la première fois qu'il met les pieds dans un musée et il voit des tableaux. Comment est-ce qu'il Comment sait-il que c'est beau? comment sait-il que c'est beau? D'ailleurs, surtout qu'il ne sait même pas trop de quoi il s'agit. S'il voit une descente de croix et des gens comme ça autour d'un corps, il peut se demander si c'était un accident de la route, s'il n'a pas de culture. On retrouve le Je premier suis moteur en train de aristotélicien dont on oui, parlait hier, oui. justement, là. Et, et alors il essaie il dit mais enfin ah oui, pourquoi ils ont fait ça? Oh, tiens, c'est une drôle de elle a une drôle de tête cette bonne femme, etc. La beauté, elle demande un effort justement d'épistropher, déjà de remonter vers, hein. Euh, c'est très difficile. C'est pourquoi il faut éduquer les enfants. Et c'est pourquoi Socrate tenait tellement à l'éducation, hein. Éduquer les enfants de façon à leur, non pas leur dire ça et tâche de déclarer que c'est beau, hein, et c'est beau, ça c'est idiot, ben. Mais lui faire entendre, lui faire regarder des choses, et comment tu trouves ça? Est-ce que de façon à ce que s'allume en lui, appelons ça l'idée de beau, et puis en même temps le désir de revoir du beau, le désir d'en trouver partout où il y en aurait, même là où on ne regarde pas. Et c'est la vraie païdéia, Éducation, donc. la vraie éducation. Oui, traduit, oui, bon mieux. Immanquable, pardonnez-moi, mais immanquable. Moi, quelquefois, c'est le mot. Non, non, je vous en prie. C'est le mot latin ou grec qui me vient avant le mot français, ça doit être mes neurones qui fatiguent. Ou le contraire, justement. Mais Lucien Gerfagnon, revenons-en quand même à la question de la beauté. Plotin et Platon, sur la question de la beauté, c'est là que je voudrais en venir, ne sont pas d'accord. Plotin, en tout cas, n'est pas d'accord avec Platon En ce sur un point. sens. Mais dans la mesure où Platon articule la beauté sur la symétrie, identifie la Oui. beauté comme symétrique. D'un visage dissymétrique, Platon ne pourra jamais dire qu'il est beau. Alors que, Platon, alors j'y viens, mais oui, juste sur ce point-là, la beauté chez Platon repose sur la symétrie. Car en oui, elle est somme, mathématique, elle mais est oui, géométrique. précisément, elle est Mm, géométrique car elle exprime l'intelligence. Et la mm, beauté chez Platon est mm. indexée sur la connaissance. Cheminer dans la connaissance, Oui, c'est aller vers le beau. Aller vers le beau, c'est mm, aller vers le bon, le bien, mais également le oui, savoir. c'est grimper, c'est par l'intermédiaire du savoir qu'on accède à. Alors, C'est ça. c'est magnifique, on l'a Oui. vu, mais l'inconvénient de cette position, Mm, c'est qu'elle subordonne la beauté à autre chose qu'elle-même, qui serait oui, la connaissance ou le savoir. Plotin, oui, dans son commentaire de Platon, transcende. voilà. Voilà. Il transcende. Et ce qui m'avait valu. Plotin détache la beauté de la Oui. symétrie, en somme, c'est ça que je veux dire. Et les implications de cette révolution-là sont Je considérables. me rappelle qu'avec un des meilleurs connaisseurs du néoplatonisme que la France ait connu au siècle dernier, c'est-à-dire au XXe, le père Trouillard, qui était prof à la Cato et qui a Qui portait mal été son un nom. des meilleurs connaisseurs, d'ailleurs qui s'appelait lui-même Deilos en grec, il avait traduit son propre nom parce que son propre nom le faisait rigoler. Et le père Trouillard avait, dans ses bouquins,
avait donné de Plotin une des meilleures connaissances, la meilleure connaissance, à mon humble avis, au point de vue philosophique. Et il disait que, au fond, Plotin, c'était un Platon qui enfin apparaissait tel qu'en lui-même, enfin. C'était l'intuition de Platon. Plotin la traduisait de telle manière qu'elle apparaissait mieux chez Plotin que chez Platon. C'est là que les élèves rendent Voilà. grand service à leur maître. Justement, ils fonctionnent comme des exhausteurs de goût. Voilà, c'est ce que Plotin a fait avec Platon. Oui, ça permet de montrer Platon comme il n'avait jamais été vu. Et un qu'il a bien vu par parenthèse, c'est Aurelius Augustinus, mieux connu sous le nom de Saint Augustin, qui a vu il dit quelque part que en lisant les Libri Platonicorum, les livres des platoniciens, où il y avait du Plotin, il y avait du Porphyre, etc., il voyait Platon ressusciter. Il est mort en 430, le pauvre Augustin. Donc il devait écrire ça vers l'an 400, 410 par là. Ça faisait donc un bon bout de temps après la mort de Platon. Platon ressuscitant un certain nombre de siècles quand même. Et j'avais trouvé ça magnifique. C'est magnifique. Je me suis dit, voilà, il a eu l'intuition. Mais cette résurrection de Platon se fait aux dépens de ce qu'on croit savoir du platonisme en général. Oui, de ce qu'on croit savoir. Oui, justement. Que croit-on savoir du platonisme en général? Que le platonisme est une école d'intelligence et qui magnifie justement l'intelligence. Oui. L'intelligence, c'est-à-dire l'explication également. Trop intello, notre d'une certaine façon. Voilà. Alors, c'est ce qu'on croit savoir du platonisme. Il y a des trouées, des éclaircies chez Platon, en particulier ce passage de la République, où l'un est au-delà de l'essence, et où l'on accède là à un ordre, que ce soit la transcendance ou que ce soit le singulier, quelque chose qui finalement échappe précisément à l'intelligence. Voilà, ce moment où le cœur a ses raisons que la raison ne connaît plus. Voilà. Mais quand Plotin dit qu'un visage est beau, c'est sa singularité, c'est son unicité et non plus son unité qui le rend beau. Oui, ou quand il parle de la beauté d'un éclair ou d'un morceau d'or ou d'un coucher de soleil. Et il connaît mieux Platon que Platon se connaissait lui-même en quelque sorte. Mais voilà, justement. C'est le coup de peau souvent de certaines philosophies. Ainsi, par exemple, il m'a semblé, en tant que disciple de Vladimir Jankélévitch, que Jankélévitch connaissait mieux Bergson que Bergson ne se connaissait lui-même et nous a fait voir du bergsonisme des aspects sur lesquels Bergson n'avait pas insisté. En particulier le tribut de Bergson à Spinoza. Voilà, c'est le rôle d'un maître. En somme, les interprétations d'un grand penseur sont comme les ornements d'une cathédrale, dont on aurait d'abord posé le cube, et puis au-dessus duquel on aurait posé les dentelles et le travail d'orfèvre qui viendrait se juxtaposer à mesure qu'un interprète pertinent, inexact, en remplacerait un autre. Oui, et puis même plus modestement, quelquefois, quelqu'un qui fait le ménage et qui gratte les pierres et qui tout à coup apparaissent blanches, comme le titre d'un des passages des Rois maudits, Notre-Dame était blanche, où Druon a choisi ce titre d'un chapitre, Notre-Dame était blanche. Effectivement, ça situe du premier coup la période. Mais quand Plotin, j'en reviens à la beauté, quand Plotin débarrasse la beauté de la symétrie, quand il la détache finalement de l'ordre de la connaissance ou de l'explication au profit de l'ordre intime de l'intuition ou de la compréhension, reste-t-il platonicien, plus platonicien que Platon, ou bien se sert-il de Platon pour sortir du monde de l'intelligence au profit du monde de la sensibilité? En fait, Plotin n'est pas tellement pris par le monde sensible, par la sensibilité. Il n'est pas prêt à exagérer en quelque sorte le rôle de la sensibilité de tout un chacun, parce qu'il sait qu'elle est fatalement d'ordre matériel. Ça serait plutôt que la sensibilité, ça serait plutôt quelque chose qui est l'intelligence, la spiritualité, l'intellectualité. Je dirais spiritualité. La spiritualité au-delà. Vous voyez, je prends exprès les degrés là.
je monte les degrés, la rationalité, l'intellectualité, etc. Et cette intuition, en arriver à l'intuition, et l'intuition qui a ceci de particulier, c'est qu'elle échappe au temps parce qu'elle ne peut pas s'installer définitivement dans le temps. L'intuition est toujours un instant, c'est un entrevoir, on ne peut qu'entrevoir. Il y a chez Plotin un moment où il dit « je m'éveille à moi-même ». Voilà, et après, il sait qu'il s'est éveillé, mais il ne reste pas éveillé. Il n'y a plus qu'à s'éveiller une seconde fois, et une troisième, et une 275 855e, perpétuellement. S'éveiller de façon à être présent et à ne rien louper des richesses extraordinaires qui sont là sous nos yeux et qui nous permettraient de nous améliorer nous-mêmes, qui nous permettrait de devenir nous-mêmes infiniment meilleurs que ceux dont nous sommes du point d'où nous sommes partis. On va parler demain avec vous, Lucien Gerfagnon, de cette façon dont on peut gravir en montant ou bien en dégringolant, justement. Grimper ou descendre l'échelle, la conception scalaire du discours plotinien et ce passage de la matière jusqu'à l'un. On verra comment ça se passe et comment pour l'âme de l'homme, il s'agit de s'élever, de quelle façon on s'élève en regardant son principe et on déchoit en se regardant soi-même. On le fera quand on parlera du mal. Néanmoins, revenons-en un instant sur ces moments chez Plotin qui sont des moments d'extase, littéralement. Moments où il s'éveille à lui-même, qui sont également des moments où il sort de lui-même, où il s'affranchit de lui-même. 3 fois dans sa vie, je crois, d'après ce que dit... C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et le pauvre Porphyre, lui, ça lui était arrivé une fois, c'est ce qu'il dit dans la vie de ce très beau passage-là de la vie de Vita Plotina. Oui, c'est la Peritu Plotinubi ou de Vita de la vie de Plotin. Oui, voilà, la vie de Plotin, Vita Plotini. C'est exactement cette présence qu'il faut savoir acquérir, et c'est si difficile d'entretenir ça, ce goût de l'émerveillement, et puis cette espérance d'être un jour, mais ne serait-ce qu'un instant, car cet instant vaudrait à lui seul toute une vie, de coïncider un instant avec la source d'où tout procède. Mais justement, comme elle est hors du temps, elle est hors de l'espace, elle est hors de l'être, ça ne peut être qu'un instant. Pardon de déchoir dans la matière, Lucien Gerfagnon, mais est-ce que cette expérience, cette extase, ce moment finalement où l'on peut être et savoir en même temps, n'est pas tout bêtement et platement identifiable à l'orgasme? Je dirais c'est d'un autre ordre, c'est autre chose. Si vous voulez, dans des questions, disons-le comme au Moyen-Âge, de la chair, j'aime beaucoup cette expression, n'est-ce pas, les tourments de la chair. Et dans cette affaire-là, qui est vraiment très beau, si vous voulez, ça culmine aussi, ça procède d'un amour et ça culmine dans un amour. C'est très différent, l'orgasme auquel vous faites allusion, c'est très différent de celui que les gens qui éprouvent dans quelques Bordeaux, comme on disait au Moyen-Âge, et puis ce qui peut arriver avec la femme qu'on aime, c'est tout autre chose. Donc mettons l'orgasme avec la personne qu'on aime. Et de l'ordre de la détumescence, qui à ce moment-là est, si vous voulez, du même ordre que ce qui peut se passer dans une pissotière lorsqu'on a bu 3,5. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose. Tandis que l'autre vision des choses, c'est un autre orgasme. Est-ce que là, je réponds à votre question? C'est autre chose. Eh bien, pour la rencontre avec le principe, eh bien, c'est pareil. Comme ça, si véritablement on est axé sur cette recherche, si on est parti pour s'émerveiller perpétuellement de tout,
eh bien, arrive un moment où, comme on disait hier, tout à coup, les choses ne vous paraissent plus du tout naturelles. Et soudain, vous vous apercevez que les wagons de la gare de l'Est se mettent à exister violemment, en quelque sorte, là, devant vos yeux. Et puis tout soudain, ils redeviennent les wagons du chef de gare. En somme, ce que vous dites, Lucien Gerfagnon, c'est qu'il y a la vie de tous les jours, Oui, et au milieu, au sein de la vie de tous les jours, la vie de chaque instant. la vie de chaque instant. Et chaque instant. Alors, vous percevez, vous ne percevez pas l'instant. Heureusement qu'on ne le perçoit pas tout le temps, d'ailleurs, parce que Ce serait on épuisant. relèverait de la psychiatrie lourde. Mais on le perçoit. euh, Certains, paraît-il, ne le perçoivent pas, mais il y en a qui le perçoivent, d'après ce que j'ai pu lire. Et des gens aussi différents que Sartre, que Maritain, etc. Et qui de plus différent que Sartre et Maritain, et pourtant ils traduisent tous les deux la même intuition de la contingence. Or, ils se détestaient, bon, mais ils avaient la même intuition. Ils ne s'étaient pas copiés, ils ne pouvaient pas, je suis sûr qu'ils ne se lisaient pas. C'est absolument indicible. Toujours est-il que je ne suis pas plus fier pour ça, parce que ça m'a plutôt, disons, rendu la vie un peu difficile. Mais je fais partie de ces gens qui ont eu cette intuition et qui l'ont de temps en temps, l'intuition de la contingence. Quelquefois, ma chère épouse entend dire oh, c'est fou, je viens encore de découvrir que le monde existait. Et je n'ai jamais pu m'y faire. Et d'une façon tellement violente, cette apparition du monde, tellement violente qu'elle m'incite à aspirer vers un principe. Parce qu'autrement, et là je tombe dans ce que disait mon maître Vladimir Jankélévitch, autrement je suis dans l'absurdité absolue. Et en parlant du principe, disons en parlant de l'au-delà de tout ce monde que peut-être nous pourrions découvrir un jour dans sa plénitude, notre seule chance, disait-il, notre seule chance c'est l'absurde. L'absurde sans lequel justement nous ne pourrions pas concevoir quoi que ce soit au-delà. Ça serait complètement idiot. Un monde qui serait là sans rien. Alors ces gens qui claquent, qui meurent, qu'on enterre, etc. C'est tous ces bébés qui sont déjà inscrits sur la liste d'aptitude au cimetière, etc. Dès qu'ils arrivent en ce monde. Tout ça, c'est... Et toute cette beauté, rien. L'absurde est notre seule chance.